Jean-Emmanuel Sauvé. Merci Frédéric, toujours un plaisir de travailler avec vous depuis longtemps. Madame l'ambassadrice Renali, amiral et administrateur général des Affaires maritimes, chers consoeurs, chers confrères des académies marines européennes, chers participants à ce colloque, chers amis. Si nous avions été au même endroit, le long de cette partie du littoral méditerranéen, il y a 2600 ans, nous aurions vu passer une pente côtière de 50 rameurs au long de Frioul. Ces îles ressemblaient étrangement à celles au large de Fossé, d'où sont partis le capitaine Protis et son équipage. Ils entrèrent ensuite dans la calanque du Lacillon, l'actuel vieux port de Marseille. Ces Phocéens échouèrent, comme le voulait leur technique d'accostage grec, leur navire sur la Grève. 3 siècles plus tard, du même endroit partirent Pythéas et Eutimène des Massaliotes, après avoir franchi les portes d'Hercule. L'un obliqua vers le nord pour découvrir Thulé, vraisemblablement l'Islande, peut-être même le Groenland, l'autre obliqua vers le sud, jusqu'à la côte du Sénégal et de la Casamance. Revenons à l'accostage de notre équipage grec et de sa rencontre avec le peuple celte, maître de ces lieux. Selon la tradition locale, les princesses pouvaient choisir leur époux. Le roi Nanus invita ces étranges visiteurs venus des flots à la cérémonie de mariage de sa fille. Gyptis. Au milieu des guerriers qui paradaient les îles. C'est au capitaine Protis que Gyptis remit la coupe traditionnelle, le désignant ainsi comme époux. De cette légendaire histoire d'amour, entre la capitaine grecque et la princesse celte, est née la plus ancienne ville de France qui accueille notre colloque. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une autre histoire d'amour, entre nous les humains et les mers et les océans. Nous sommes tous persuadés qu'une partie de l'avenir de l'humanité, comme ce fut le cas par le passé, s'inscrira sur les océans. Notre planète est bleue depuis 4 milliards d'années. Nous avons une responsabilité existentielle envers elle. Si nous devons développer nos activités économiques, il est essentiel que ce développement s'appuie sur les sciences et respecte notre planète, notre bien commun le plus précieux. C'est tout précisément le sens de la conférence des Nations Unies, l'UNOC, qui se tiendra en juin prochain à Nice. En effet, même les plus petites initiatives, même locales, sont importantes. Mais c'est au niveau mondial que doivent se prendre les grandes orientations. Un équilibre harmonieux entre les hommes et les femmes qui vivent des océans ou sur les littoraux du monde entier et les activités indispensables à notre idéal de civilisation devra bénéficier aux générations futures. Cet idéal, cette passion de la chose maritime, nous la partageons avec nos consoeurs et confrères des académies marines d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, de Suède et de Belgique, que je suis très heureux d'accueillir pendant ces 2 jours. Nous pouvons également être très honorés par la présence exceptionnelle de Madame l'ambassadrice Renali, qui a consacré 12 années à l'élaboration de la Convention internationale sur la haute mer, dit BBNJ. Nos travaux, nous les voulons utiles, car comme nous le rappelle notre devise, depuis 1752, année de notre fondation, Per Prosul Omnibus Artes, grâce à l'Académie, grâce à elle, les arts maritimes doivent être utiles à tous. Et particulièrement, nous voulons que cette utilité soit tournée vers notre jeunesse. Pendant ces 2 jours, nous allons enchaîner 7 ateliers débats qui reprennent précisément les thèmes de l'UNOC. En fait, il y en a 10 et nous les avons concentrés sur 7. Certains, nous semble-t-il, étaient un peu redondants. Et c'est déjà beaucoup en 2 jours de pouvoir effectivement enchaîner 7 ateliers débats. Les pêches, bien sûr, les aires marines protégées, le changement climatique et la pollution marine, la recherche scientifique, l'économie bleue, le droit international de la mer et enfin les financements des actions pour l'océan. Je précise que pendant 1 semaine encore, nous pourrons recevoir les contributions écrites dont nous tiendrons compte, au même titre que les interventions de nos experts et de nos échanges avec la salle, en vue d'envisager une restitution de nos travaux à la fin du mois d'avril, soit un peu plus d'1 mois avant le début de l'UNOC. Donc n'hésitez pas surtout, si vous voulez effectivement contribuer par écrit, nous sommes à votre disposition pour recevoir vos contributions. Ce colloque
est donc aussi destiné à cette jeunesse maritime prometteuse pour laquelle nous œuvrons. Nous avons réuni dans cette salle et à distance une quinzaine de jeunes à l'Académie marine de la Sorbonne, nous écoutent actuellement. Donc, nous avons réuni dans cette salle et à distance des jeunes de la Marine nationale, de la Marine marchande, de la Sorbonne, de l'ESCP, de l'école des Ponts du Saucé et de l'école polytechnique. Nous souhaitons vivement qu'ils puissent s'approprier nos travaux, y apporter leur contribution et surtout recevoir la transmission de nos savoirs et de nos expériences que nous leur devons. À vrai dire, c'est pour eux que nous voulons apporter notre contribution afin qu'ils se souviennent que notre génération aura fait ses meilleurs efforts pour que la mer soit leur avenir. Je vous souhaite au nom de l'Académie de marine de France et de ses académies de marine sœurs d'Espagne, du Portugal, de Belgique, d'Allemagne, de Suède, un excellent colloque. Merci. Monsieur François Lambert, directeur général de l'École nationale supérieure maritime. François Lambert is the managing director of the École nationale supérieure maritime. Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice Amiral, Monsieur le Président également du Conseil d'administration de l'école, également académicien, cher Frédéric, je salue mon collègue et ami, le directeur interrégional de la mer, Christophe Lenormand. Je salue également l'ensemble des académiciens et puis nos élèves et puis les participants extérieurs qui ont bien voulu nous faire le plaisir d'être là. Ce que m'inspire ce colloque et l'Académie de marine en général, c'est sa jeunesse. Ben oui, parce que 1752, c'est très jeune, en comparaison des 450 ans de l'école de la marine marchande, de l'école d'hydrographie qui a été fondée ici en 1571, alors pas ici exactement, mais à Marseille en 1571, et dont nous sommes, grâce à Charles IX, les héritiers, même à l'échelle des 400 ans que vous allez honorer de la marine nationale. Amiral, on revendique cet héritage. Pour ceux qui ont quelques lettres, 1571, c'est la bataille de Lépante, une bataille dans laquelle s'affrontent l'Orient et l'Occident, et dans laquelle la France n'est pas. La France est présente quand même par l'intermédiaire du comté de Nice, qui deviendra français 3 siècles plus tard, par l'intermédiaire de la Corse, qui deviendra français 2 siècles plus tard, par l'ordre de Malte, dans lequel il y a un certain nombre de Français qui se sont engagés. Mais c'est peut-être à cette origine-là que remonte l'antériorité maritime de la France, dont nous sommes, avec cette école partie prenante, dont vous êtes, avec l'Académie de marine partie prenante, et dont un certain nombre d'acteurs réunis ici témoigneront dans les différents ateliers. Alors c'est un vrai honneur d'être non pas la puissance invitante, mais de pouvoir accueillir l'Académie de marine sous ta présidence, cher Jean-Emmanuel, toi qui es un ancien élève de l'école et qui doit aussi inspirer ces jeunes qui sont présents parmi nous, ceux qui sont à distance également. Je le confiais à certains d'entre vous, j'ai eu la grande émotion hier soir de recevoir un message d'élèves du Havre qui me demandait de tutorer leur mémoire sur la création d'une compagnie maritime. Ils ont cité Ponant, rappelant l'exemple de Jean-Emmanuel Sauvé, de François Vielfort, de Philippe Garrett, de Philippe Vidot, de personnes qui sont passées par cette école et qui ont besoin, et j'insiste régulièrement sur ce sujet, c'est aussi la consigne qui nous a été donnée par le conseil d'administration, sur l'intergénérationnel, sur ce partage qu'on peut générer par l'accueil d'événements de ce type. Alors, aujourd'hui, l'Académie de marine, les académies de marine étrangères, et je tiens à saluer l'ensemble des représentants allemands, portugais, espagnols, suédois, et belges évidemment, avec lesquels on peut entretenir des relations dans le cadre des différentes écoles de la marine marchande, dans le cadre d'une action européenne, et j'y reviendrai. Mais je tiens aussi à saluer le travail qui est fait par la Fédération nationale du mérite maritime, mon cher Fabrice, avec Monsieur le Président, avec sa présence sur le site de Marseille,
Et j'invite les élèves à de temps en temps pousser la porte de cet espace qui peut vous paraître un peu lointain de vos préoccupations habituelles, mais c'est par la rencontre entre ces différents mondes, c'est par la connaissance de ce passé parfois lointain, parfois pas si lointain, que vous allez vous forger une véritable culture maritime. Donc prenez aussi de cette expérience, de cette opportunité, de ces colloques qu'on organise, la possibilité de nourrir votre culture maritime. Deuxième point, j'y reviens sur la question européenne. La question européenne, elle est parfois remise en question. On se demande à quoi sert l'Europe dans un monde qui change, dans une géopolitique qui est un peu mouvante, qui l'est d'autant plus en ce moment. Je pense que l'Académie de Marine aujourd'hui, en rassemblant un certain nombre d'acteurs autour de ces thématiques transverses et autour d'une question maritime qui rassemble, doit nous montrer, tu le disais Jean-Emmanuel, les contributions seront possibles après, doit nous montrer quel type de valeur ajoutée est capable de créer l'Europe maritime. C'était une des questions qu'on avait posées dans le cadre de notre colloque de rentrée sur l'Europe et la mer, et je suis convaincu qu'autour d'exemples nationaux confrontés à des exemples étrangers, notamment sur les questions de pêche, d'air marine protégée, on arrivera à faire naître aussi des réflexions intéressantes qui peuvent aider le débat à avancer. Et tout ça, pour l'école, c'est important. C'est important parce que ça se situe dans un contrat d'objectifs qui est ambitieux, qui nous amène jusqu'en 2027 et dans lequel nous avons, vous le savez pour ceux qui connaissent l'école nationale supérieure maritime, née en 2010, l'héritage du passé, j'en parlais avec mon amie Catherine Chabot tout à l'heure, c'est une école qui a 450 ans, mais qui retrouve finalement le panache qu'elle avait dans les années 60, avec la création de nouveaux sites, la création de ce site ici en 67, sa livraison, ceux de Nantes, du Havre en 65 et en 63, celui de Saint-Malo en 58. Et bien aujourd'hui, grâce à l'action résolue de l'État, grâce à la cohérence qu'on a entre le pavillon français et la formation des marins, eh bien on a une école nationale supérieure maritime qui est capable de doubler le nombre d'officiers diplômés entre 2021 et 2027, et qui est capable de répondre, si je puis me permettre l'analogie générale, au contrat opérationnel de la marine marchande. Et donc c'est autant de possibilités pour nos jeunes, d'abord d'œuvrer le plus longtemps possible dans les armements maritimes, et on y tient, mais ensuite de se reconvertir dans des missions qui seront évoquées tout à l'heure au plan de l'économie bleue évidemment, pourquoi pas du secteur de l'économie des pêches, et peut-être un jour siéger à l'Académie de Marine. Je veux également saluer là-dedans tous ceux qui s'engagent, et je ne peux pas ne pas avoir un mot pour le site, remercier Fabrice Moret-Bailly, le directeur du site, qui a prévu cet accueil, ainsi que son adjoint Cyril Delair, et puis l'homme que tout le monde nous envie, celui que le monde nous envie, notre professeur emblématique, Hervé Baudu, lui-même académicien, qui est le spécialiste des enjeux polaires, et je pense que nos élèves ne mesurent pas toujours la chance qu'ils ont d'avoir à leur côté des enseignants aussi investis dans ce domaine d'activité de la navigation, et bien plus encore au regard de ce que tu prépares, Hervé, au nom aussi de notre école, mais pour le gouvernement français, pour la réforme de la Convention internationale de formation des marins. Je suis très, très heureux de vous accueillir ici. C'est un projet qu'on mûrissait depuis longtemps, Jean-Emmanuel, dans un cadre exceptionnel, une école qui se renouvelle, qui effectivement marche avance, navigue dans la dynamique du Fontenoy du maritime, qui se confronte aussi au monde réel avec CMA-CGM, qui a fait le choix de construire Tangram sur le site de l'école, inauguré par le président de la République le 8 mai dernier, en présence évidemment de Rodolphe Saadé. C'est très emblématique pour nous, une marine marchande qui se renouvelle, qui s'inscrit dans une économie maritime plus durable, et qui donc a besoin de cohabiter avec les académies de marine françaises, européennes, dans le cadre de ce colloque exceptionnel que vous avez choisi d'organiser ici, et on vous en remercie. Bon colloque à tous, et à très bientôt sur ce site. On sera toujours heureux de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur François Lambert. Thank you very much to the Managing Director of the École nationale supérieure maritime. I think we have live Mr. Ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor. Je pense que nous avons Monsieur
l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor en direct en ligne qui souhaite nous dire quelques mots. He wishes to address a few words. D'abord, merci d'avoir patienté quelques minutes. Je voulais m'adresser à vous avant, mais je reviens de Nice où aura lieu la conférence des Nations Unies pour l'océan. Comme vous le savez, vous n'êtes pas loin, vous êtes à Marseille et je voulais vous saluer en tant qu'envoyé spécial du président de la République pour cette conférence et en même temps ambassadeur des enjeux maritimes, président du Musée national de la marine. Vous dire que nos sujets, les sujets que vous portez aujourd'hui autour de l'Académie de marine et de son président Jean-Emmanuel Sauvé et ce que vous portez dans vos pays à toutes les échelles sont des sujets majeurs et pas uniquement des sujets d'histoire ou de patrimoine, mais des sujets d'avenir. C'est en connaissant bien de là où on vient qu'on sait où on va. C'est un principe assez simple. Mais pour avoir discuté de ces sujets hier soir encore avec la ministre de l'Environnement et des Pêches du Liban, j'ai vu à quel point finalement l'histoire, qui est cette histoire glorieuse de la Méditerranée et du Liban, qui était aussi celle de Marseille et de cette région, nous oblige, nous aujourd'hui contemporains, à faire que la mer soit aussi centrale dans notre vie, dans notre projet de vie et évidemment dans un cadre multilatéral qui est celui des discussions que nous avons à l'échelle internationale et des Nations Unies, plus particulièrement sur les sujets de climat, sur les sujets de biodiversité, mais je pense qu'il faut particulièrement insister sur cette question de l'océan. L'océan est un sujet qui aujourd'hui s'impose à travers quelques vérités de gouvernance. Je pense notamment à ce traité de la haute mer, connu comme BBNJ Treaty, qui va permettre, s'il est ratifié lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, qui va permettre de gouverner près de 64% de la partie de la surface de l'océan, la moitié de la planète. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble de l'ambition de cette conférence, mais ce que je voudrais dire, c'est que le travail qui est fait par les académies de marine dans le monde, à l'échelle européenne, évidemment, est tout à fait important parce qu'il est fait par, au meilleur sens du terme, par des marins, des mériens, des mériennes, celles et ceux qui savent ce qu'est la mer. Et que dans le fond, on a besoin de deux choses pour faire avancer les sujets maritimes. Pour permettre que l'économie bleue soit régénératrice, que la mer soit profitable au meilleur sens du terme, on a besoin des scientifiques pour nous dire où nous en sommes, où en est l'élévation de la mer, où en est la pollution plastique, où en est la perte de biodiversité, l'acidification, la perte d'oxygène, de faire ce constat de la santé de l'océan, mais aussi de ce qui va bien, de ce qui va mieux. Et donc on a besoin des scientifiques. Mais on a beaucoup besoin des marins. C'est très important, et pour l'être, mais modestement, par rapport certainement à beaucoup d'entre vous, je crois que quand on a goûté de la mer, quand on sait à la fois son mystère, sa capacité de nous porter loin, sa capacité de rapprocher les peuples, on sait évidemment comment non seulement la protéger, mais aussi l'exploiter durablement. On sait comment vivre de la mer, vivre avec la mer, et c'est ce que vous faites, j'imagine, aujourd'hui avec votre expérience, que vous apportez, vos regards, vos langues, vos pays, autour de ce projet, de vous rassembler. Et j'aimerais beaucoup que nous puissions vous accueillir à Nice, où une centaine de chefs d'État et de gouvernement seront là, du 2 au 13 juin 2025, et où nous essaierons à la fois de faire parler la mémoire, les enseignements qu'elle nous porte, la connaissance de la mer, pour une mer plus durable, plus enviable et partagée par le plus grand nombre de manière la plus équitable possible. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux en espérant vous retrouver très bientôt à Nice et belle journée à vous. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Poivre d'Arvor. Merci. Belle journée à vous. Merci encore.
J'aimerais accueillir sur scène Monsieur Amin Lena, qui est président de Deep Blue. On va parler jeunesse, so we're going to talk about the young generation with Amin Lena, the president of Deep Blue. Monsieur le Président, Amiral, Madame l'Ambassadrice, Mesdames, Messieurs les académiciens, chers amis de la mer, c'est un honneur pour moi de représenter la jeunesse aujourd'hui lors de ce colloque international des académies de marine européenne. Il y a 2 ans, avec un groupe d'étudiants, de chercheurs et d'universitaires, nous avons fondé Deep Blue. Deep Blue, c'est un think tank qui est dédié aux enjeux maritimes et son histoire commence avec vous, au siège de l'Académie de Marine, où j'ai eu l'opportunité, la chance d'être initié aux grands enjeux et aux grandes problématiques qui façonnent notre relation à la mer. Notre objectif partait d'un constat criant. Nos futurs décideurs sont formés à Paris. À 200 km de la côte la plus proche, comment veut-on donc qu'ils puissent prendre des décisions éclairées dans un monde où les conflits se redessinent au gré des marées, où des îles et des villes disparaissent sous les flots, où les océans sont à la fois source de périls et d'opportunités économiques gigantesques. Penser l'avenir sans embarquer la jeunesse, c'est nager à contre-courant. Et c'est la vocation de cette association que nous avons créée, rendre les enjeux maritimes accessibles et compréhensibles pour la nouvelle génération. J'aimerais rendre hommage à Monsieur le Président Jean-Emmanuel Sauvé qui nous donne une tribune et qui soutient cette dynamique qui est portée par la jeunesse. La mer ne doit pas être l'apanage des experts, il faut décloisonner le maritime. D'un mot, quelques chiffres pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, c'est 40 000 jeunes que nous avons sensibilisés l'année dernière, en 2023 et 2024, et 400 000 internautes touchés ces dernières années. L'idée est simple, importer la mer de Sciences Po à Polytechnique. Sensibiliser les lycéens, mais pas uniquement en France, au Venezuela, au Panama ou encore au Maroc, et puis ce sont des grandes manifestations publiques, comme la Tribune Bleue, un concours d'éloquence qui nous permet d'offrir à 2 jeunes l'opportunité de s'exprimer devant les Nations Unies. Ce think tank, c'est aussi, et ce sont aussi des vocations qui naissent, et des jeunes qui s'engagent. J'en profite pour saluer Maëlys Réal qui est ici avec nous et qui est passionnée par les mers et la géopolitique et qui est coordinatrice de ce colloque, qui a fait un travail formidable. Et puis, oui, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Et puis vous dire aussi un mot de Simon Kesman-Berman qui est à Paris, actuellement à l'hôtel de la Marine, où 15 jeunes, il faut compter 15 jeunes supplémentaires, donc je pense qu'on va pouvoir les voir, qui sont à Paris et qui vont participer avec nous, on peut les applaudir aussi, dans cette délégation Deep Blue, qui vont travailler sur trois des 7 thèmes que vous allez aborder, la pollution, le droit maritime et l'économie bleue. Ces jeunes, ils sont venus de l'École nationale des ponts et chaussées, d'HEIP, de Polytechnique, de la Sorbonne, de Dauphine, de l'ESCP et d'HEC. Ils vont enrichir les réflexions que vous porterez ici. Alors, je vais vous dire un mot, c'est un enjeu de souveraineté que de doter la France d'une jeunesse capable de porter les enjeux maritimes ensuite. Un enjeu de souveraineté d'avoir des juristes capables de défendre nos eaux territoriales. Un enjeu de souveraineté de former des diplomates capables de défendre et de préserver nos intérêts. Un enjeu de souveraineté d'avoir des ingénieurs qui sont capables de garantir la pérennité d'une industrie de défense, c'est la même qui nous permet de dormir tranquillement le soir. D'une filière pêche solide, essentielle à notre autonomie alimentaire. Mais comment y parvenir si la jeunesse, il y a quelqu'un qui rit, comment y parvenir si la jeunesse se détourne des enjeux maritimes? Sans elle, c'est tout un pan de notre souveraineté qui s'effrite. Voilà pourquoi, chers académiciens, cette transmission, cet enjeu, il nous faut les porter ensemble. Ensemble, car impliquer la jeunesse est un enjeu de société, il est temps d'aller plus loin et de proposer des solutions concrètes. Je vous en proposer 3 ou 4. Ce que nous voulons va au-delà, évidemment, d'encourager les jeunes à intégrer la marine nationale et la filière pêche, c'est important, ce n'est pas suffisant. Il est grand temps de créer un fonds pour la sensibilisation et la formation aux enjeux maritimes. Il est grand temps également d'intégrer un module obligatoire sur les enjeux maritimes dans nos grandes écoles et dans nos universités. Grand temps de créer par exemple un CAPES Sciences et Géopolitique des océans. Grand temps également, pourquoi pas, d'élargir l'ordre national du mérite maritime à un contingent jeune. Et puis surtout, grand temps d'impliquer les jeunes dans nos institutions. Avec un jour une convention citoyenne de la mer. Car au fond, tout est question de participation du grand public. Observez comment depuis la COP21,
Les sujets climatiques sont au cœur de tous les intérêts. Il faut s'inspirer de ce modèle. Il est grand temps de relancer la coopération internationale. Là où les Américains veulent aller sur Mars, il faut que nous, les Européens, nous nous imposions sur les océans. Une coopération européenne, certes, mais aussi une coopération méditerranéenne. Car en réalité, les mers d'Istanbul et d'Athènes, les mers de Beyrouth et de Tel Aviv sont confrontées aux mêmes périls climatiques, aux mêmes enjeux migratoires. Vous l'aurez compris, nous portons une vision, mais loin de moi l'idée d'être la seule incarnation de la jeunesse sur ce sujet. Voilà pourquoi nous plaidons aujourd'hui aussi pour la création d'un conseil national, européen et méditerranéen des jeunes pour l'océan. Une instance où les jeunes débattent et formulent les propositions sur les politiques maritimes. C'est ensemble, académiciens, politiques, industriels, chercheurs et étudiants, que nous devons bâtir cette ambition maritime française et européenne. L'engagement de la jeunesse ne doit pas être une option, mais une nécessité stratégique. Hissons les voiles, il faut faire en sorte que la mer devienne enfin une cause nationale et internationale à la hauteur de son importance. Je vous remercie pour cette tribune. Merci beaucoup, Amine Lena. Merci beaucoup. Nous rentrons dans le vif du sujet avec le premier thème. We start with the first theme of today, the first subject. Je vais appeler sur scène l'académicien modérateur Alain Vissot, ingénieur agronome spécialisé à l'IETIX, section marine marchande, pêche et plaisance. I will call to the stage Alain Vissot, agricultural engineer specializing in fisheries from merchant marine, fishing and yachting section. The speakers, dans les intervenants, Ernesto Peñas Lado, président de l'ICAT, the chair of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna, Mr. Ernesto Peñas Lado. L'intervenant numéro 2 sera M. Alain Lorec, ancien directeur chargé des pêches au sein de la Commission européenne. The second speaker will be Mr. Alain Lorec, former director of fisheries at the European Commission. Olivier Lenezet, président du Comité national des pêches. Olivier Lenezet is chairman of the Comité national des pêches, the National Fisheries Committee. Et Elisabeth Vallée de Éthique Océan, organisation environnementale œuvrant pour la préservation des océans et des ressources halieutiques. And Elisabeth Vallée for Ethic Ocean, environmental organization dedicated to the preservation of marine resources and ecosystems. Welcome, bienvenue. Bonjour à tous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, le premier atelier débat, c'est sur la pêche. Et je vais vous présenter quelques diapos pour essayer de planter le décor. La première diapo, en fait, ça montre l'évolution de la production des produits aquacoles dans le monde. Voilà, l'évolution de la production des produits aquacoles dans le monde. Et vous voyez que cette courbe bleue, en fait, qui correspond à la pêche mondiale, a considérablement augmenté jusque dans les années 80 et s'est stabilisé à 90 millions de tonnes environ à partir de des années 80. 80 millions de tonnes pour la pêche maritime seulement. Et que dans le même temps, c'est pas montré sur la courbe, mais la consommation moyenne par habitant au niveau mondial a plus que doublé, puisqu'elle était d'environ 9 kilos par habitant et par an dans les années 60, et qu'elle est maintenant à 21-22 kilos aujourd'hui. Et que cette consommation individuelle, elle a considérablement augmenté, et qu'elle ne peut être compensée que par le développement de l'aquaculture, puisque la pêche, le niveau de la pêche est maintenant relativement stable, autour de 80 millions de tonnes. Si on passe, c'est la deuxième diapo. Alors. Voilà. Yes. Donc c'était une évolution globale, et vous voyez que selon les océans, la productivité et donc les captures qui sont issues de chaque partie du monde est très variable, avec une forte contribution de l'océan Indien. Au niveau de l'état des ressources, au niveau mondial, on observe une lente dégradation des ressources, avec une augmentation relativement légère, mais malgré tout, des stocks, des populations qui sont considérées comme étant en surpêche. Pour autant, on a aujourd'hui encore plus de 60%, 62%
des populations mondiales qui sont estimées exploitées à un niveau biologiquement durable. C'est 62% en nombre de stocks, ça représente plus de 80% des débarquements mondiaux. Là aussi, cette situation générale, mondiale, est très variable selon les régions. Vous avez la part bleue, donc des stocks qui sont considérés comme durables ou viables par la FAO. Et donc vous voyez cette différence très importante. Et j'ajouterais que non seulement le constat aujourd'hui est variable selon les régions, mais l'évolution est également variable. Dans l'Atlantique Nord-Est, et dans les eaux européennes notamment, on a une très forte amélioration de l'état des ressources depuis les années 2000. Et c'est un bilan que l'on fait, que j'ai fait à l'Ifremer depuis plusieurs années. Vous voyez l'état des petits poissons, donc c'est des débarquements français qui sont répartis selon l'état des populations. Et vous voyez que dans les années 2000, on avait à peu près, si on prend le bout la tête du poisson, la partie verte et la partie jaune, qui correspond à des populations qui sont exploitées durablement, disons. On était à 19% de débarquements qui provenaient de populations exploitées durablement dans les années 2000, et qu'on est maintenant à 58% en 2023. Donc une très nette amélioration. Pour autant, on n'est pas encore à 100%, comme c'était l'objectif de la politique commune des pêches, mais il faut vraiment noter cette forte amélioration. Et le bilan qu'on a fait au niveau français, la Commission européenne le fait au niveau des eaux sous juridiction européenne, et le Conseil international pour l'exploration de la mer le fait également au niveau de tout l'Atlantique Nord-Est. Donc une forte amélioration, des progrès qui restent à faire, et on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, je pense que cet atelier débat, on doit se poser des questions sur la définition d'un certain nombre de termes. On parle beaucoup de pêche artisanale, de pêche industrielle. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ces mots? Est-ce qu'il faut les opposer? On parle de pêche durable, évidemment. Qu'est-ce que c'est que la durabilité? Est-ce que c'est... voilà, enfin, je ne vais pas dévoiler ce que moi je pense que c'est, on en parlera tout à l'heure, avec les intervenants. Quelle taille de bateau, quel type de pêche, quelle pratique de pêche, est-ce qu'il faut les opposer, est-ce qu'il y a moyen de les concilier, avec l'objectif de trouver cet équilibre entre exploitation et conservation, ou conservation et exploitation. Les deux sont évidemment indispensables. Et donc on a 4 intervenants qui vont à la fois parler du rôle de la science, du rôle des organes de gestion, des engagements des pêcheurs professionnels, et puis un message des ONG qui visent, qui promeut la durabilité, mais comme les autres acteurs. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la parole à Ernesto Peñas, qui va nous parler du rôle de la science. Ernesto Peñas, qui est un ancien directeur de la Commission européenne, et qui est aujourd'hui président de l'ICCAT, qui est la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Merci beaucoup de m'avoir invité à ces colloques, et on a un temps très limité, je vais y aller. Donc, la plupart des fois, si on veut savoir quelque chose sur la pêche, et on s'adresse aux médias, aux réseaux sociaux, je crois que le plus probable que vous rencontrerez, c'est des messages extrêmement négatifs à l'égard de la pêche marine. Comme moi, par exemple, un journal aussi respectable que The Guardian nous prévient qu'il faut arrêter de manger du poisson si on veut sauver non seulement les ressources halieutiques, mais si on veut sauver la vie dans les océans. Et je ne sais pas si vous avez vu les documentaires Seaspiracy de Netflix, dans lesquels on présente l'industrie de pêche mondiale avec comme une sorte de mafia criminelle. Donc c'est ça un peu l'image. Et donc à partir de là, effectivement, on constate qu'on a un petit problème d'image de toute la filière de pêche, surtout dans les pays occidentaux. Voilà. Et alors, dans ce contexte, quelle est l'alternative? C'est-à-dire, on est tous végans demain, ou comme certains ONG nous proposent, il
faut laisser les océans en paix. Est-ce que c'est ça la solution? C'est plutôt ça. Donc, des investisseurs très riches qui veulent effectivement nous faire manger de la viande des laboratoires et de remplacer les sources traditionnelles de protéines animales telles que l'élevage ou la pêche. Est-ce que c'est ça l'alternative aussi? Donc, c'est ça un peu le débat que je vais donner. Et voilà. Après, pour essayer, dans les temps limités, de faire une petite discussion, je crois que je vous suggère l'approche de cet auteur, Hannah Ritchie, dont ce bouquin est très intéressant. Il parle aussi de la pêche, entre autres questions. Et elle s'est fait une réflexion que je me fais moi-même aussi, et que je vous suggère à vous. C'est, elle dit, ma perspective a changé lorsque j'ai regardé les données au lieu des titulaires des journaux. Je crois que lorsqu'on parle de la pêche, il faut regarder les données scientifiques et non pas tellement les titulaires des journaux. Donc, en suivant effectivement les conseils de Mme Ritchie, je vous suggère de regarder quelques données, pas exhaustives, mais des données qui peuvent nous donner une idée un peu de réflexion intéressante. Je fais un peu doublon avec Alain, mais je crois que dans ces mêmes graphiques, il y a une réflexion qui est faite de la part d'un certain nombre d'ONG, pas toutes. Il y en a qui sont très raisonnables, mais il y en a d'autres qui disent, eh bien, ce qui montre cette image, c'est que la gestion des pêches ne fonctionne pas, donc il faut changer le paradigme. On nous propose effectivement des solutions très radicales parce qu'ils disent, ça démontre que la gestion de la pêche ne fonctionne pas. Est-ce que c'est vrai? Donc, encore un petit doublon avec Alain, je suis désolé, mais je vous montre ça parce qu'effectivement, ça montre que la situation des pêches est extrêmement disparate dans différentes zones du monde, ce qui démontre, c'est-à-dire si on fait un rapport entre l'état de la ressource dans ces différentes régions et l'existence d'un système de gestion de pêche performant, on constate qu'il y a un rapport très étroit, c'est-à-dire que les problèmes, ce n'est pas la gestion de la pêche, c'est son absence ou sa faiblesse. Donc, et ça change complètement certaines idées reçues de certaines ONG extrêmes, que je ne répète pas toutes. Donc, quelques données en Europe, effectivement, vous constatez que là, en ce qui concerne la biomasse des stocks, il y a une claire augmentation ces dernières années. Ce n'est pas nécessairement le cas en Méditerranée, mais il faut constater qu'effectivement, la gestion de la pêche en Atlantique, au niveau de l'Union européenne, a commencé en 1983. On a mis beaucoup de temps à commencer à avoir un certain succès, mais effectivement, à partir des années 2000, on a commencé à avoir du succès et on voit une nette amélioration. En Méditerranée, ce n'est pas encore le cas, mais il faut dire que la véritable gestion de la pêche en Méditerranée n'a commencé que très récemment. Je peux vous dire que les premiers plans de gestion pluriannuelle des ressources dans l'Atlantique a commencé en 2004, c'était avec les cabillons en mer du Nord, et les premiers plans qu'on a adoptés pour la Méditerranée, ça date de 2019. Donc on peut dire que la Méditerranée a 15 ans de retard dans l'application des programmes de pluriannuels de gestion. Donc en ce qui concerne, par exemple, le graphique à gauche montre les rapports entre la mortalité par pêche et la mortalité par pêche objectif. Donc on a intérêt à se situer en dessous des 1. C'est ce qui veut dire effectivement qu'on a une pression de pêche qui est inférieure à celle qui peut nous apporter une gestion durable. Et là, en Atlantique encore, on est en moyenne déjà en dessous, c'est-à-dire en moyenne, on a déjà atteint les niveaux objectifs de la pêche. En Méditerranée, ce n'est pas encore le cas, mais on voit déjà une certaine tendance à la baisse. Donc on est dans la bonne direction en Méditerranée aussi, sauf qu'effectivement, on a minimum 15 ans de retard. C'est quelque chose qui n'est pas facile à rattraper bien. En ce qui concerne, ça c'est le merlu, et là je ne vais pas en parler parce que Alain Lorec va en parler tout à l'heure. Donc, quelques exemples spécifiques qui peuvent servir à faire certaines réflexions plus spécifiques. Pourquoi j'ai mentionné l'anchois au col des Gastons? Parce que là, vous voyez effectivement qu'il y a une crise à partir de 2005. Les scientifiques nous avaient prévenu plusieurs années d'affilée, il faut fermer la pêcherie. On a eu énormément de résistance
de l'industrie, on l'a fermé et finalement, c'est une histoire de succès parce qu'on a récupéré la pêcherie qui aujourd'hui est plus durable et est certifiée d'ailleurs par les MSC. Et pourquoi? Quel est un peu le message? D'abord, il y a un message des les pêcheries qui semblent collapser peuvent être récupérées, donc il n'y a rien d'inévitable dans la question de la surpêche. Et deuxièmement, qu'on a fait ça même si l'industrie n'était pas très enthousiaste, pour ainsi dire. Je me souviens d'avoir mené ces dossiers, et donc ça répond un peu à cette accusation de certaines ONG qui disent que le système de gestion de la pêche, c'est que des marionnettes de l'industrie toute puissante. Eh bien, ce n'est pas vrai, j'étais là, l'industrie ne voulait pas, on l'a fait quand même, et on a récupéré la ressource. Donc, on n'est pas des marionnettes. C'est ça un peu le message qu'il y a derrière ces images. Deuxièmement, les tons germants, peut-être vous n'êtes pas trop familiarisé avec les schémas, les diagrammes des Kobe, mais la partie verte et les cavernes vertes, ça correspond à des biomasses abondantes et pression de pêche réduite. Donc c'est la situation idéale des ressources de pêche. Il y a beaucoup de poissons et les taux d'exploitation est relativement faible. Là, c'est les thons germants gérés par l'ICCAT avec une intervention fondamentale de l'Union européenne. Et pourquoi je le mentionne? Justement parce que c'est une pêcherie en grande partie des juvéniles. Et donc ça, c'est effectivement un cas très intéressant de comment une pêcherie, même portant en grande partie sur des pêcheries, peut être tout à fait durable et remarquablement stable. Donc c'est l'une des pêcheries les plus stables que j'ai jamais vues. Donc quelque chose qui un peu va à l'encontre de certaines idées reçues, comme quoi une pêcherie qui porte sur le juvénile ne peut jamais être durable. Voilà, c'est possible. Un autre exemple, particulièrement intéressant ici, c'est celui du thon rouge. Comme vous voyez, il y avait dans les années 90 une ruée vers l'or due particulièrement au développement de l'engraissement des poissons en cage et des prix extraordinaires, des prix marchands extraordinaires de cette espèce. À partir de là, on est arrivé à une situation d'éclair sur pêche dans les années 90-2000. Et vous voyez la ligne rouge, c'est les premières et très timides mesures de gestion qui consistaient à vouloir limiter les captures. Comme vous voyez bien, on a complètement dépassé les limites de capture. Donc c'était une situation vraiment dangereuse qu'il fallait gérer, de surpêche et des manques de respect des mesures de gestion très timides qui avaient été mises en œuvre au niveau du cadre. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'affaire au sérieux et on a réduit énormément les niveaux de capture autorisés, c'est toujours la ligne rouge, donc on a pris des mesures extrêmement dures, on les a fait respecter, parce qu'il faut dire qu'à partir effectivement de 2008-2009, on a non seulement réduit les niveaux de capture autorisés, mais on a fait respecter ces limites, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, faire ça, c'est possible. Eh bien, comme résultat de tout ça, qu'est-ce qui a fait la ressource? Elle a rebondi de façon spectaculaire. Vous voyez la remontée de l'abondance, et on s'est installé dans un cercle vertueux dans lequel on a pu récupérer l'abondance du stock de poissons, et on a continué à bien gérer les limites de capture qui sont toujours respectées. Donc, quand on entend, et je l'ai entendu 1000 fois, qu'avec la surpêche, on est en train d'infliger des dommages irréversibles à la ressource ou aux écosystèmes marins, eh bien, ce n'est pas vrai. La surpêche existe, il y en a trop encore un peu dans beaucoup de pêcheries dans le monde, mais elle est réversible avec une bonne gestion de la pêche. Cette image répond un peu à l'évaluation des ressources des thons. Et pourquoi les thons? Non seulement par la présidence délicate, mais au-delà de ça, parce que les thonidés sont en fait les seules espèces de poissons importantes qui sont complètement couvertes par des organisations de gestion de la pêche. Et il y a beaucoup d'autres espèces et beaucoup d'autres régions dans le monde qui, comme on voyait dans l'image qu'Alain Bissot et moi-même avons montré, il y a des pêcheries qui ne sont pas couvertes par des associations internationales et donc il y a des situations où il n'y a pas une véritable gestion de la pêche. Là, ce qui caractérise les pêcheries de thonidés, c'est que toutes les espèces de thonidés sont couvertes
par des organisations de gestion. Il y a une bonne gestion raisonnable de toutes les ressources. Et quel est le résultat? Qu'effectivement, la plupart des stocks se trouvent en vert, c'est-à-dire qu'elles sont viables, durables. Donc, encore une fois, la gestion de la pêche marche. Ce n'est pas du tout la situation catastrophique qui nous annonce quelques ONG qui disent qu'il faut arrêter de manger les poissons parce qu'on va tout. Ce n'est pas vrai. Il y a des tas d'exemples qui le marquent. Au-delà de ça aussi, on nous dit, je l'ai entendu 1000 fois aussi, qu'effectivement, bon, les poissons, oui, hein, les poissons ont un taux reproductif extrêmement élevé. Ça, on peut à la limite les gérer de façon durable. Mais il y a d'autres espèces qui sont extrêmement sensibles à la surexploitation du fait qu'effectivement, ils sont à un taux de reproduction très bas. C'est le cas, par exemple, des requins, qui, comme vous savez, effectivement, la ponte du requin, normalement, c'est un nombre très réduit d'œufs, un peu plus développé. Et là, on montre, en ce qui concerne les requins bleus, à l'ICAT, qu'effectivement, on a réussi à avoir une gestion durable d'une espèce de requin. Donc, même avec son taux reproductif relativement bas, on arrive à avoir une gestion durable de cette ressource. Et ça, c'est un peu les derniers rapports du comité scientifique d'ICAT qui nous dit que l'espèce, en 2021, était surexploitée. Non. Et il y a de la surpêche, non. C'est-à-dire c'est une ressource qui est tout à fait viable du point de vue d'exploitation, et c'est un requin. Ça ne veut pas dire, attention, que tous les requins sont dans la même situation. Non, il y en a beaucoup dans lesquels il y a une surpêche, et il faut continuer à travailler. Bien sûr, le boulot n'est pas fait, mais le boulot peut être fait, et il y a des cas qui le démontrent. Au-delà de ça, il faut se situer aussi dans une optique, maintenant qu'on parle tellement du changement climatique, qu'est-ce que représente la pêche dans le contexte de la production de protéines animales dans le monde. On peut comparer, il y a déjà plein d'études qui se sont penchées sur cette question spécifique. Effectivement, quelle est l'empreinte carbone de la protéine des poissons par rapport à d'autres protéines animales notamment, et même végétales. Il y a des études aussi comparatives par rapport à la production de protéines végétales. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les pêcheries sauvages, les wild fisheries, ont une empreinte carbone beaucoup plus bas que la plupart des productions de protéines d'origine animale sur Terre. Donc, du point de vue, effectivement, de la contribution de notre système de production d'aliments dans le cadre du changement climatique, la pêche sauvage, non seulement l'agriculture, ont un avantage comparatif très considérable. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut mettre à l'exergue lorsqu'on parle de la pêche. Et qu'effectivement, on a une certaine tendance à oublier lorsqu'on dit que les océans, c'est la pêche maritime dans l'océan, c'est la catastrophe totale. Donc, effectivement, il y a même des études qui montrent que si on devait remplacer les 90 millions de tonnes de production de poissons dont Alain Bisson nous a parlé tout à l'heure, il faudrait, par exemple, si on la remplace par la production des protéines de soja, il faudrait mettre en production un quart de million de kilomètres carrés de nouvelles terres agricoles. D'où on va la sortir? Et à quel coût écologique? Donc, c'est ça qu'il faut. Ici, si on considère effectivement, et ça c'est d'autres études comparatives, où se situent les poissons en termes d'utilisation de certaines ressources qui sont limitées en terre, comme par exemple l'espace physique, et l'eau douce, et les pesticides et tout ça, eh bien, de ce point de vue-là, les poissons représentent un impact très bas, même au niveau de certaines productions végétales, par rapport, effectivement, à la production de l'élevage, même des différents aliments importants. C'est-à-dire que la pêche a un avantage extraordinaire en termes d'empreinte carbone et d'utilisation des ressources terrestres dans le contexte comparatif de nos productions de protéines animales. Et en plus, il y a, au-delà un peu de ce qui est la biologie ou de l'écologie, il y a aussi des questions un peu du modèle socio-économique. Le secteur de la pêche, c'est un secteur constitué par des milliers en Europe et des millions autour du monde de petits producteurs.
Alors que, par exemple, si on veut remplacer la pêche par cette production tellement prometteuse de la protéine végétale ou de la protéine in vitro produite en laboratoire, eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner lieu à peut-être un oligopole des grandes multinationales, comme c'est déjà le cas pour la production des semences et la production des pesticides. Donc, voilà, 2 minutes. Donc, quel est le modèle que nous voulons? Un modèle décentralisé des milliers de producteurs, des millions de producteurs partout dans le monde, ou de remplacer tout ça par une grande production de certaines multinationales qui vont constituer un oligopole parce qu'ils sont les privés de toute cette nouvelle technologie d'alimentation. C'est à nous de décider. Il faut un débat public, un débat qu'on n'a pas aujourd'hui. Et finalement, l'importance un peu de l'image. Si je fais l'exemple de mettre sur Google état de la ressource de pêche en Europe. Et ce qui sort, ce n'est pas les données qu'Alain Guissot a montrées, les données que j'ai montrées. Ce qui sort, c'est les évaluations de l'Agence européenne de l'environnement. Et là, ce qu'on constate, c'est que l'image qu'on nous donne, c'est beaucoup pire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une région en Europe où 50% des ressources sont en mauvais état. Pourquoi? Eh bien, parce que la politique de l'environnement a imposé, au-delà des objectifs fixés par la politique commune de la pêche, des objectifs additionnels. Et je ne parle même pas des questions écologiques, c'est des questions des populations de poissons. Et ils nous disent, eh bien bon, même là où vous dites que ça va bien, eh bien on trouve que ça ne va pas bien parce qu'on impose non seulement les critères de durabilité de la politique de la pêche, mais on impose des critères additionnels. Donc on a un décalage entre deux politiques communautaires entre lesquelles il n'est pas censé avoir une hiérarchie juridique, mais dans la pratique, on trouve qu'il y a une véritable surenchère, il y a une véritable domination des objectifs environnementaux sur les objectifs de la pêche. Il n'y a aucune base, on n'a pas le temps de vous montrer ça, mais dans les traités, je ne suis pas juriste, mais je sais lire les traités, dans les traités européens, il n'y a aucune base juridique qui justifie cela. C'est-à-dire qu'on impose des objectifs additionnels aux objectifs de la politique commune de la pêche par des raisons environnementales. Rappelons-nous qu'effectivement, la politique de la pêche est inspirée par accroître productivité et sécurité des approvisionnements, c'est-à-dire sécurité alimentaire. C'est un objectif qui est clair et net dans les traités, depuis 1958 d'ailleurs. Et les 2 articles qui portent sur la politique environnementale nous parlent de développement durable, pas de la conservation de la nature per se, et de l'intégration des questions environnementales dans les différentes politiques doit être compatible avec l'utilisation prudente et rationnelle des ressources. Donc, il n'y a aucune base juridique que ce soit dans les traités qui justifie des approches ultra-conservationnistes pour nos ressources de pêche. Merci. Moi, je ne vais pas intervenir pour surenchérir ce qu'ils ont dit. J'attire simplement votre attention sur un point. Ce qu'ils vous ont dit peut vous surprendre si vous avez coutume de regarder la télévision, d'écouter France Inter et d'aller, lire. Pardon, je pars trop vite. Là, moi, ma famille, mes amis, mes voisins, ils sont tous persuadés que ce qu'ils vous ont dit est faux et que la vérité, c'est ce que j'appelle la doxa. Les écosystèmes marins sont en situation catastrophique à cause de la pêche industrielle qui ravage les ressources en affamant les pêcheurs traditionnels. Et j'ai été confronté à cette question, y compris par un confrère et ami, mais pourquoi il y a un tel décalage entre ce que vous nous disiez, vous spécialistes, vous le dites, vous spécialistes, et puis ce qu'on peut lire. Il y a une rumeur urbaine qui s'est installée dans les esprits en France, et apparemment pas seulement en France. Je me suis venu à la conclusion qu'il y avait 3 types de raisons qui expliquaient le décalage entre l'image offerte et la réalité vue par les spécialistes. Tout d'abord,
les spécificités ignorées de l'écologie marine. Nous sommes des animaux terrestres et il y a une espèce de rémanence rétinienne qui fait que nous projetons sur les questions d'écologie marine ce que nous percevons de l'écologie terrestre. Et je vais essayer de vous persuader du fait que l'écologie marine, c'est beaucoup plus exotique par rapport à l'écologie terrestre qu'une forêt tropicale par rapport au bois de Boulogne. La deuxième grande rubrique, c'est que tous les jugements qui sont portés dans les médias sur l'état des stocks ne respectent aucune des conditions requises pour faire un diagnostic pertinent. La troisième raison, c'est le message officiel d'Edoxa, il est beaucoup mieux vendu que les conclusions des scientifiques. Suivant un petit peu. Ah, c'est moi qui... Oh, vous prenez les questions. Voilà. Quand on aborde les questions d'écologie marine, il faut une double humilité si on n'est pas biologiste. Il faut d'abord savoir que le biologique, c'est beaucoup plus compliqué que la physique ordinaire. Moi, je suis un pur produit des sciences dures. Et je suis toujours frappé quand des gens purs produits des sciences dures viennent projeter sur le monde du vivant les recettes qui ont marché. Rappelez-vous toujours que Nixon avait voulu faire un plan cancer pour faire oublier la réussite du plan spatial des démocrates et qu'il a lamentablement échoué. Rien ne s'est passé comme les gens l'avaient imaginé. Quand la deuxième raison pour être humble, c'est que nous sommes des animaux terrestres. Et ce que l'on peut percevoir des écosystèmes marins est tout à fait fondé. Les écosystèmes continentaux. Nous vivons dans un univers, je dis, vu par l'homme, il y a de grands végétaux qui dominent. Et on peut consommer directement une bonne partie de ces végétaux, entre autres les organes de réserve. Les racines, les fruits, les graines. Nous avons des animaux herbivores de taille moyenne à grande. De la volaille jusqu'au bœuf, à sang chaud. Les animaux et les végétaux terrestres sont aisément dénombrables. Je dis pour les plus grands. Et j'avais des collègues qui faisaient de l'écologie terrestre, ceux qui travaillaient sur les campagnols rêvaient de travailler sur les éléphants, qui sont beaucoup plus faciles à compter. Donc, les écosystèmes marins, la production primaire, sur laquelle toute l'organisation de la vie repose, c'est dominé par des cellules uniques, des unicellulaires, le phytoplancton. Vous avez des stratégies de reproduction complètement différentes en termes de nombre de gamètes, nombre d'œufs pondus. Et on aura l'occasion de revenir parce que c'est important. Pour les populations terrestres, en dehors des oiseaux migrateurs, elles peuvent boucler un cycle complet sur une petite surface. Et quand on parle des aires marines protégées, là, la rémanence rétinienne pèse lourd. Parce qu'en mer, la plupart des populations, même si vous voyez les adultes à un endroit, la reproduction s'est faite à 200 000 $. Il ne faut pas oublier non plus que l'eau est un milieu porteur. Donc la mobilité est facilitée. Vous avez beaucoup de migrations qui se font chez les poissons parce que ça demande très peu d'énergie que de se déplacer. Rien à voir avec l'énergie requise pour un quadrupède sur Terre. L'inertie thermique, alors ça, l'eau est un milieu qui a une bonne inertie thermique. C'est pas idéal, mais l'air n'a rien à voir. L'air, la température ambiante peut basculer de plusieurs dizaines de degrés en quelques instants. Ça n'est pas le cas en ce qui concerne les airs, les mers. Résultat, la plupart des animaux que nous fréquentons sont des animaux à sang chaud, alors que la plupart des animaux que nous utilisons en mer sont des animaux à sang froid. Ça a une importance. Et j'insiste enfin sur la cape d'invisibilité. C'est parce que j'ai des petits-enfants qui m'ont fait regarder certains films que je parle de la cape d'invisibilité. Mais même
Campagnol, c'est facile à compter par rapport au large de Haraville. Vous avez cette surface de l'océan, ce qui se passe en dessous, et on fantasme. Moi, quand j'entends parler des pêches traditionnelles, je suis issu ce qui est un village de pêcheurs. Les âneries que j'ai apprises étant enfant, quant à la biologie marine, c'est assez étonnant. Parce que l'esprit humain est tel qu'on s'invente des explications du genre les migrations des poulpes, les poulpes qui sont avec un homard en essayant de le manger. Bon, souvent s'il vous plaît. Oh pardon, j'ai des habitudes de commandement. Là, je voudrais attirer votre attention sur ce que j'appelle les stars méconnues. La vie a commencé pendant longtemps sans photosynthèse. Les gens l'ignorent souvent, mais les premières formes de vie ne tiraient pas leur énergie du soleil, mais de réactions chimiques diverses. Et ça se continue. Dans les sources hydrothermales, ce n'est pas la lumière qui active. Les premiers organismes qui étaient capables de faire de la photosynthèse, ce sont des bactéries. Pour ceux qui sont biologistes, donc des organismes plus simples que les eucaryotes dont nous sommes issus, parce que l'ADN n'est pas enfermé dans un noyau, et que dans une cyanobactérie, il n'y a pas de petits organismes avec des missions spécialisées. Les cyanobactéries, ce sont elles qui ont oxygéné la mer. Quand vous voyez les gisements de sulfure de fer, merci les cyanobactéries. Sont arrivés après des algues, toujours unicellulaires, et qui fonctionnent avec ce qu'on appelle des organites, qui sont des cyanobactéries prisonnières de la cellule. On appelle ça une endosymbiose. Et ce sont ces organismes qui ont lancé la vie par photosynthèse, et ce sont toujours, et de très loin, ceux qui, dans le milieu marin, font la base de... Oh. Ah, voilà. Après, si vous partez du principe que la production primaire, ce sont des êtres unicellulaires, ça tourne autour du micro. Les animaux qui vont être herbivores, guillemets, ils vont être à peine plus grands. Il y a grosso modo, au maximum, un ordre de grandeur entre ceux qui aiment manger et ceux qui mangent. Donc, les herbivores, dans le milieu marin, planctonique, vous n'allez pas les manger. Ce sont des petits crustacés qui mangent les algues et les cyanobactéries, des crustacés un peu plus grands qui mangent les premiers, et il faut plusieurs échelons avant d'arriver à quelque chose de mangeable par l'homme. Et même les gros adultes, pour se reproduire, ils larguent dans le milieu les algues, les larves, les œufs, et quelquefois directement les gamètes. Et tous ces organismes vont passer par de nombreux stades avant de donner naissance, par une métamorphose finale, à un organisme qui est déjà un adulte en réduction. Pour mémoire, un mammifère met au monde un adulte en réduction. Parce que tous les stades larvaires ont été internalisés dans l'utérus. Pour les oiseaux, autre animal à son chaud, c'est dans l'œuf que ça va se faire. Parce que la vie animale, en venant conquérir les milieux terrestres, elle l'a fait en important une fraction d'océan que nous avons tous à l'intérieur de notre organisme, et puis en faisant un milieu interne qui convienne au larves. Je vais avancer, mais ça je voulais juste vous montrer les larves. Ça c'est une larve de homard, et ça c'est une larve de langouste. Le homard, c'est déjà, dernier stade larvaire, ça ressemble à un homard. Vous voyez une phylosome de langouste. Et les larves de langouste, ça fait des mois dans le plancton. J'ai rarement eu aussi mal au cœur qu'en expliquant à un pêcheur corse qui avait organisé la remise à l'eau des femelles grainées pour enrichir la pêche autour du Cap Corse, que les œufs qu'il mettait à l'eau allaient peut-être enrichir les Tunisiens, les Espagnols, mais sûrement pas le cas. Bon, je vais juste passer rapidement les stratégies de reproduction. Donc, sur Terre, c'est je fais quelques petits. Et
ils sortent presque tirés d'affaire, d'autant que souvent il y a des soins parentaux qui prennent la succession de l'accouchement ou de l'éclosion. En mer, ça ne marche pas comme ça. Il y a d'abord des frayères, ce sont des zones où les adultes se regroupent pour fécondation interne ou œufs larves. Puis, ça part les œufs des larves planctoniques, ça va dériver dans le plancton, porté par les courants de surface qui souvent sont liés à des vents dominants. Puis il y a une métamorphose, et ce qui fait que quand vous avez une population en mer, ça veut dire qu'il y a un circuit hydrologique qui permet de relier un endroit où les adultes se regroupent pour se reproduire, généralement un peu au large, et les nourriceries, généralement beaucoup plus côtières, et les courants de surface qui vont amener les larves du premier endroit vers les nourriceries. Entre-temps, les poissons peuvent aussi faire des tas de migrations pour aller se nourrir. Le plus bel exemple étant les thons qui font le tour les germons font le tour de l'Atlantique Nord une fois par an. Oui. Seule exception, ce sont les zones de tourbillon. Là. Donc, ici, c'est la carte des frayères et des nourriceries de merlu dans le golfe d'Aden le plus au nord. Et vous voyez que, en vert anisé, ce sont les frayères, en marron, ce sont les nourriceries. Et si vous voulez protéger le stock de merlu par une aire marine protégée, il faut fermer toute l'autre de l'estuaire. Le premier réflexe, ce serait de fermer les zones de frayère, protection des femmes enceintes. Ça ne sert à rien, il vaut bien mieux protéger les nourriceries. Bon. Pour ma deuxième rubrique, pourquoi les diagnostics que reprennent les médias ne sont pas fondés, il n'y a pas de respect des conditions minimales. Quand les scientifiques spécialisés, essaient de faire un diagnostic sur un stock, il y a des règles de base. D'abord, on travaille toujours sur l'ensemble de la chose. Il faut savoir toute l'aire occupée par une population, les frayères et les nourriceries, et il faut récupérer les données de tous ceux qui en capturent. Les gens qui vous parlent d'un problème sur l'exploitation en ne parlant qu'une technique de pêche, une garde de navire, non, il faut tout, sinon on n'a rien. J'insiste au passage sur le fait que nos ressources cachées par leur cap d'invisibilité, elles échappent à toutes les techniques de dénombrement direct. Si on avait des techniques qui permettent d'aller en mer, faire une campagne et de dire ça y est, le nombre de harengs de 2 ans a doublé depuis l'année dernière, la vie serait simple. Ça n'est pas le cas, sauf exception, la coquille Saint-Jacques. Par ailleurs, en termes de préalable, il faut croiser les données. Il faut croiser des données qui sont récoltées selon un protocole méthodique, rigoureux et stable d'une année sur l'autre. Et pour faire un diagnostic, il faut que des experts se livrent à une analyse contradictoire. C'est ça qui me manque le plus quand je vois la doxa dans les médias. Il n'y a pas de débat. Vous avez une vérité révélée. Or, le travail des scientifiques, je peux vous garantir, on y a participé, c'est chaudement animé avec des désaccords. Il faut croiser des données qui sont issues de techniques différentes. Aucune ne permet de faire un dénombrement direct. Donc on a des spécialistes de différentes techniques, on a des spécialistes de différents pays. Tout le monde travaille sur cet ensemble-là, et c'est ça qui va produire un diagnostic fiable, qui n'est pas toujours merveilleux. Il y a des régions de par le monde où on ne ramasse pas les données. Vous avez du mal à faire quoi que ce soit. Mais pour des vieux routiers de l'économie, de l'halieutique, les conditions que j'évoque sont totalement enfreintes dans la rumeur urbaine que j'évoquais. Je ne vous rappelle pas la doxa dominante, vous trouvez ça à longueur de journaux, et pour le plus grand bien de certaines ONG, je ne dis pas tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Vous êtes des ONG, des organismes humains. Et comme toute organisation humaine, elle est soumise au même risque.
y compris quand on vieillit, quand on grandit. On en vient à substituer son propre agenda à ce pourquoi on a été créé au départ. Je veux dire, mais je me suis posé la question, pourquoi sommes-nous si mauvais vis-à-vis des médias? D'abord, c'est devenu politiquement correct de dénoncer la surpêche des flottes industrielles. L'homme naturellement paresseux, dont moi, on aime tout ce qui va conforter ce sentiment diffus. Quand on vient dire le contraire, nous l'avons tous essayé, on devient très impopulaire. Le registre émotionnel, tous les vendeurs de rumeurs savent qu'il est beaucoup plus facile de vendre des peurs, des rêves, des indignations que de donner des faits concrets. Je vais sauter sur un ensemble de points. Le point, omission du fait que les développements techniques ont affecté toutes les pêches. Gardez toujours ça en tête. On pourrait croire que seuls les navires industriels ont profité des progrès des techniques actuelles. Tous les bateaux de pêche ont bénéficié et sont tous beaucoup plus efficaces qu'il y a 50 ans. Pour les pêcheurs d'Afrique de l'Ouest, les pirogues ont vu leur efficacité exploser du jour où elles ont été motorisées et où elles ont utilisé des filets en fibre synthétique. Et ça n'est pas parce que le pêcheur est pigmenté qu'il ne peut pas générer de la surpêche. Le monde entier est affecté d'un phénomène de surpêche, conséquence des progrès techniques qui ont affecté tout le monde, et même les pêcheurs présentiels. Je suis frappé d'une chose, il y a une occultation de l'existence des organismes régionaux de gestion des pêches, des organismes de recherche qui vous ont été abondamment cités. Moi, je suis très étonné. Je dis que parler de surpêche sans savoir ce qu'est le CEM, c'est comme parler de réchauffement climatique sans consulter le GIEC. Et on ne peut pas se prétendre un journaliste spécialisé si on n'est pas capable d'analyser les diagnostics du GIEC ou de l'IPA. Les faux experts, ce domaine est encombré de faux experts, dont des gens qui ont eu un contact furtif avec la recherche dans leur jeunesse et qui vont exposer à longueur de colonne les 6 mois ou les 2 ans qu'ils ont passés là-dedans. Règle de base, s'ils avaient été très bons dans la recherche, ils seraient restés. Et on vous vend aussi le mythe des chercheurs indépendants. Ça n'existe pas. Un chercheur tout seul ne peut pas avoir un diagnostic sérieux. Un chercheur indépendant, c'est un chercheur isolé. Isolé, coupé des bases de données. Et dernier point, l'unanimité fallacieuse, apparemment, que vous preniez Mathieu Vidard sur France Inter ou bien, comment dire, Arte, tout le monde dit la même chose, et c'est pas ce qu'on vous dit ce matin. C'est une unanimité fallacieuse parce que tout le monde reprend les mêmes sources. Il y a des éléments de langage qu'on retrouve, et il y en a qui viennent de l'international. Il y a un projet de loi qui est sorti récemment en France, et j'ai reconnu des expressions qui sont tout à fait typiques de PIOS, organisations internationales. Il n'y a pas d'unanimité, comme on pourrait faire par la doxa. Et pour ceux qui connaissent le sujet, là vous en avez quelques-uns ici, mais vous pouvez l'entendre n'importe où. Ils vous diront pas ce que vous pouvez entendre chez Mathieu Vidard, mais ce qu'on vous a dit. Merci. Voilà, Monsieur Olivier Lenézé, président du Comité national des pêches, the chairman of the Comité national des pêches, the National Fisheries Committee. Olivier Lenézé. Bien, bah écoutez, ça va être compliqué après d'aussi éminents scientifiques qui ont présenté des choses qui fait que en fait, ça remet un peu les pendules à l'heure à tout le monde. Ce qui me va bien parce qu'en fait, c'est ce qu'on dénonce depuis des années et qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on essaye de démontrer la vérité parce qu'il y a souvent peu de vérité pour beaucoup de faux. Donc c'est bien que, et j'aimerais que des scientifiques d'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si le micro marche, mais que les scientifiques, comme ceux qui sont là aujourd'hui, prennent la parole régulièrement dans les médias parce qu'on en a réellement besoin d'avoir une vérité et non pas des fausses vérités portées par
certains organismes, certaines personnes qui aujourd'hui font qu'en fait ils sont en train de bafouer, je dirais, la preuve scientifique et surtout la connaissance scientifique dont on a cruellement besoin et dont la filière aujourd'hui essaye justement de contribuer à sa modeste valeur qui est de pouvoir apporter sa connaissance empirique pour aider la science justement et trouver et apporter des solutions qui doivent nous permettre d'avoir une gestion durable de la ressource à la revue. C'est juste ça, là, on n'est pas, alors, je ne me suis pas présenté, mais en fait moi je suis un simple pêcheur devant l'Éternel, mais il est très clair que c'est des métiers de passion, des métiers certes non pas durs, mais difficiles, parce que derrière on est sur un élément mouvant, on est ici à l'ENSM, je suis fier d'être avec un certain François Lambert, parce que l'école normale supérieure d'art marchand, que je n'ai pas eu la chance de faire, parce que comme je dis souvent, j'ai fait les grandes classes, mais les petites écoles, parce qu'à l'époque, on partait à 13 ans, 13-14 ans. À 14 ans, j'étais marin pêcheur professionnel. Et en fait, c'est des choix après qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas fait la marine marchande. Je salue évidemment un voisin localement, parce qu'en fait, Jean-Emmanuel, et je dirais au-delà d'être un voisin, un ami. Et je crois que c'est important d'avoir des personnes de cette qualité autour de la table. Aujourd'hui, je vous dis certainement plein de personnes. Et je voulais quand même vous remercier en préalable, parce que c'est important d'être là aujourd'hui, et surtout important pour les jeunes qui sont là, parce que c'est pas nous les vieux qui allons faire ce qui est l'avenir, c'est vous qui allez construire l'avenir de ce qui va être les océans demain. Et on a besoin d'avoir des jeunes dans le métier. Très belle intervention des jeunes là-bas. Je sais pas, je vais dire vous êtes trop jeune, mais vous êtes très bien dans ce que vous avez dit. C'est exactement, je pense qu'il y a des choses vraiment à mettre en œuvre avec la jeunesse. D'ailleurs, au comité des pêches de Bretagne, on est en train de réfléchir à mettre en place, d'ailleurs c'est en cours, de mettre en place un conseil des jeunes avec les lycées maritimes. Ce ne sera pas le NSM, mais ce sera les lycées maritimes. Je pense que c'est important. Pour ce qui est, je voulais vous parler aujourd'hui, moi ce qui est important, c'est qu'au-delà de tout ce qui a été dit et porté, et je crois que c'est important, d'ailleurs c'est dommage parce que je sais qu'à un moment donné j'ai vu Catherine partir, mais je pense que c'est important d'avoir ces éléments. Bon, oui, à côté là, Catherine, t'es revenue. Dès qu'on a parlé de pêche industrielle, t'es parti, c'est pour ça. Mais très clairement, aujourd'hui c'est important d'avoir aussi quelque chose de mesuré. C'est-à-dire que quand on a été, quand il y en a des élus, des représentants, des décideurs politiques au plus haut niveau, qui se font malheureusement malmener parce que derrière ils ont du mal à suivre et être écoutés ou entendre aussi les scientifiques, parce que aujourd'hui souvent, ce qui est souvent abordé, puisqu'on imagine nous à la pêche, et pas une imagination mais la réalité, c'est qu'un pêcheur il naît coupable, il meurt coupable. C'est malheureux, mais c'est un peu ça. C'est un peu dommage parce qu'on est d'abord là pour essayer de nourrir la population, je pense que c'est fondamental. Le deuxième élément, je dis souvent, c'est que souvent l'État est là pour accompagner la politique publique, justement, qui est là pour justement mettre des règles, un encadrement et qui permet justement d'avoir une gestion durable de la ressource. Alors aujourd'hui, on peut se dire une chose, c'est que à partir du moment où c'est l'État, ils sont considérés comme étant déjà non pas impartial, donc d'être partial et donc d'être aux côtés des pêcheurs et donc de ne pas prendre les bonnes décisions qui vont être juste pour la durabilité de la ressource. Et puis après, il reste les scientifiques. Évidemment, c'est bien connu, vous êtes évidemment proche de la pêche industrielle, donc évidemment vous êtes aussi coupable de cet acte-là. Et il ne reste quoi? Il ne reste que les ONG environnementales, alors qu'on devrait parler d'ONG de développement durable. Je crois que c'est ça qui est important, parce que le développement durable, ça prend l'économique, le social et l'environnemental, et pas seulement que l'environnement, parce que c'est très simple de parler d'environnement, mais dès qu'on va parler du social ou de l'économique, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est comme la science, l'économie, ça s'apprend, et c'est pas évident tous les jours de mener une entreprise de pêche, parce qu'il y a des hauts et des bas, et c'est pas évident, au même titre que le volet social, ou comme je l'ai dit hier à Monaco, je crois qu'on peut parler de pêche durable, mais parlons d'abord de l'humain durable. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, certains pays n'ont pas d'état d'âme de faire de la pêche INN, souvent qui n'est pas de la pêche illégale. Je rappelle quand même que la pêche INN, c'est bien là où il n'y a pas de cadre réglementaire, administratif, de contrôle d'État qui permet justement de pouvoir mettre ce cadre de gestion et de régulation de la ressource. Et la pêche illégale, c'est comme en voiture, vous avez un cadre, mais si vous ne respectez pas la vitesse et que vous êtes contrôlé, et vous êtes sanctionné. Et donc c'est pas la même chose parce que souvent on mélange pêche INN et pêche illégale, et ça, je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que la pêche INN, elle est bien identifiée, les États sont bien identifiés de ceux qui n'ont pas de cadre. Je prends des États que je dis souvent, j'ai un voyage aller en Chine, j'aurais pas de voyage retour, tout ça j'y vais pas, mais très clairement, quand on a des États qui de toute manière n'ont pas de cadre, et là, malheureusement, on ne voit pas beaucoup de voix qui s'élèvent sur le sujet, le projet justement, et le sujet et le congrès international du LUNOC,
doit être le sujet de quelques fondamentaux qui sont pour moi la pêche INN, qui sont identifiés par tous les États, qui sont pas sanctionnés et qui sont même pas contrôlés. Donc ça, c'est bien de faire des réglementations des BBNJ, de la réglementation de la haute mer, mais s'il n'y a pas de contrôle et s'il n'y a pas de sanctions, bah, c'est un papier qui va rester, on peut le laisser sur le bord de la table, ça ne servira à rien. Donc il est important, d'identifier la pêche INN, et on est les premiers à soutenir cette approche-là, parce que très clairement la pêche française, la pêche européenne, on ne peut que se féliciter des avancées, même s'il y a des efforts à faire. Merci Ernesto et merci Loïc, où en gros on a pu voir, et Alain, très clairement, il y a eu des problèmes, il y a eu des efforts de fait, et aujourd'hui ça paye. Et sur d'autres sujets que je voulais en même temps, avant de vous parler du contrat stratégique de filière, je crois que c'est important qu'on ait en tête aussi qu'au-delà de la pêche illégale, il y a aussi évidemment la problématique du dérèglement climatique. La problématique du dérèglement climatique, les premières victimes, ce sont les gens de mer. Ce ne sont pas les terriens, c'est les gens de mer. Pourquoi? Parce que derrière, on voit, c'est les premiers qui vont voir les effets négatifs ou positifs sur certaines espèces qui, soit n'étaient plus là et reviennent, qui rentrent en concurrence et donc qui va complètement modifier les modèles aussi d'exploitation des ressources halieutiques, parce qu'elles vont soit changer de zone, soit des espèces vont disparaître et d'autres vont apparaître. Et là, j'en appelle aux scientifiques, et je vous remercie aux trois interlocuteurs, on est devant un vrai défi qui va être d'imaginer comment on va pouvoir imaginer demain le modèle scientifique de calcul de tout ce qui est les biomasses, de tout ce qui est l'exploitation, à partir du moment où on va être sur un dérèglement massif. On est dans cette, on n'est pas à l'eau, on y est déjà. On voit des espèces qui sont sur certaines zones, comme le poulpe qui est apparu, qui a toujours été là, mais qui a disparu depuis l'hiver 63, à peu près, où il a toujours été là, mais il ne se reproduisait pas assez, il ne survivait pas, les larves ne survivaient pas, et donc le poulpe est là. À aujourd'hui, on voit, vous avez parlé de l'anchois, belle réussite, en fait non. L'anchois, on a restauré un stock, mais résultat, on se trouve devant des situations où aujourd'hui, quand on a réouvert, on avait perdu tous les marchés, et comme je disais tout à l'heure, quand sa femme va acheter de l'anchois, eh bien, il vient d'Amérique latine, ou il vient d'Afrique. Donc on a perdu ces marchés-là, et donc les décisions qu'il y a de la politique commune des pêches, et aujourd'hui dans cette approche du futur, c'est d'éviter des fluctuations, voire d'aller devant des interdictions. On doit pouvoir anticiper ces décisions-là en prenant des mesures qui soient graduelles, qui soient en même temps avec une approche économique et sociale d'un impact identifié, calculé, pour éviter justement une dérégulation, soit des activités de pêche en mer, mais aussi de toute la filière à terre. Je le dis aussi pour la Méditerranée, parce que je vois que Christophe Lenormand qui est là a une charge importante, justement avec tout ce que j'ai entendu ce matin, de restaurer les stocks en Méditerranée. On compte sur toi, Christophe, pour mettre tout ça à la baguette dans les plus brefs délais. Mais il est fondamental là aussi que derrière, on ait des stocks à restaurer. Il faut prendre les bonnes mesures, il faut prendre des mesures qui soient en même temps en adéquation avec la durabilité des activités, mais en même temps l'économie sociale et de nos territoires littoraux. Parce qu'on oublie souvent que nos territoires littoraux ont aussi des emplois d'hommes et de femmes qui vivent de ces activités de production, parce qu'on est d'abord en tout là pour nourrir la population. Et je voulais aussi en même temps vous signifier, c'est que dans l'autre défi que je vois, qui doit être à l'UNOC, qui doit être aussi central, et qui est l'ambassadeur et l'envoyé spécial l'a souligné qu'on a échangé hier, je crois que c'est important de parler aussi de la problématique des pollutions marines. On l'aborde peu, et je pense que ce sera peut-être après dans une autre table ronde, mais les pollutions marines sont un fléau qu'on ne voit pas. Et l'humain a toujours tendance à taire de dire tout ce qui ne se voit pas, loin des yeux, loin du cœur, c'est que tout va bien. Non, la réalité, c'est que souvent les pollutions, elles sont très pernicieuses, on ne les voit pas. Par contre, on peut savoir qu'aujourd'hui, la majeure partie des pollutions en mer viennent de la terre, et comme je dis régulièrement, la terre est là pour nourrir la mer, elle n'est pas là pour lui pourrir la vie, sauf qu'aujourd'hui c'est cette situation-là, et là il y a des mesures importantes au niveau européen et au niveau mondial à prendre, qui vont coûter non pas des milliards, mais certainement des milliers de milliards, parce que évidemment nos réseaux individuels et collectifs, quand je prends d'une région d'où je viens, entre autres à l'ouest de la France, Bretagne, la Terre Sainte, à l'ouest de la France, quand j'entends des approches d'un directeur régional qui est en charge des réseaux d'assainissement individuels et collectifs, il faudra 178 ans pour restaurer les réseaux. Et là je me dis,
eh ben on n'est pas dans la merde. Donc, la réalité, c'est ça. Et le souci, c'est comment le politique va devoir assumer qu'il va falloir demander à ce que tout citoyen contribue à restaurer tous ces réseaux d'assainissement. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des nourriceries qui vont se reproduire si derrière les eaux sont polluées sur la bande côtière. Et on aura beau mettre des mesures d'interdiction de pêche, voire même d'arrêter la pêche dans la totalité, si derrière on a des eaux qui ne sont pas d'une qualité saine, évidemment, on n'améliorera pas le statut. Donc tout ça, je dirais que la terre et la mer est complètement liée. Et la solution aujourd'hui, qui est pour moi, c'est une prise de conscience que derrière, le mal incarné ne vient pas de la pêche. À partir du moment où elle est encadrée, elle est gérée. Si elle ne l'est pas, on doit prendre des mesures, et les États doivent prendre des mesures, et des mesures qui soient aussi bien de marché, qui soient financières, qui soient aussi d'interdiction de ces navires de continuer à exploiter les ressources. Je crois que la ressource, on doit la respecter. Et le pêcheur aujourd'hui, c'est le premier à vouloir respecter la ressource, parce que s'il n'en a pas, il ne pourra pas continuer son activité. Donc, et les jeunes d'aujourd'hui que je rencontre, leur priorité, c'est ça, c'est protéger leur propre environnement marin. Et le mien, quand moi j'ai été jusqu'en mer, jusqu'à ce qu'on m'a autorisé à y aller, même si je continue à y aller autrement, il est important que derrière on ait cette prise de conscience collective pour porter au sein de l'UNOC, parce que l'UNOC c'est quand même au niveau mondial. Et si je devais aller sur le contrat stratégique de filière, je crois que l'aboutissement qui est en fait le commencement, on a pu au salon de l'agriculture, avec l'État, avec les régions, avec justement toute la filière, non pas que les producteurs, pas que les pêcheurs, mais aussi avec justement les ports, qui sont souvent les ports de pêche propriétés ou en partie qui soient gérés et exploités par les régions et les collectivités, mais aussi les mareyeurs et le reste de la filière. On a construit un contrat stratégique de filière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on est une filière en difficulté avec tout ce qu'on a connu entre le Brexit, le Covid, le surcoût de l'énergie, la planification environnementale, la planification énergétique, en gros, on diminue l'espace, on est en train de faire le flux de la mer, comment on redéfinit une exploitation durable des ressources avec tous ces paramètres-là, avec en plus la non-visibilité du dérèglement climatique, il va falloir aussi essayer d'anticiper. Donc on a essayé de mettre en place une approche qui était à peu près objective sur quelques constats qui sont criants de vérité. Aujourd'hui, la priorité absolue de la filière halieutique française et européenne, Javier qui est là, au niveau d'Europêche, c'est le renouvellement de la flotte de pêche. On ne fera pas de la transition ou de la décarbonation, ce sera certainement de 2080 à 2100. On ne fera pas on fera de la transition énergétique, mais on ne fera pas la décarbonation. La transition énergétique, ça prend non pas que la motorisation, mais bien l'ensemble du navire, aussi bien la coque, les peintures, lignes d'arc, hélices, etc., etc. Innovation des engins de pêche. Messieurs de la commission, faites remonter, sortez-moi cette obligation de débarquement du zéro rejet, qui est une ineptie environnementale, économique et sociale. La réduction des rejets, oui. L'élimination, non. C'est de la connerie en barre, c'est du dogmatisme environnemental qui l'a emporté. Et ça, c'est un scandale européen. Et donc là-dessus, je profite que vous soyez là, portez-le, parce que vous êtes des sages, et les sages doivent porter aussi des messages. Et donc, sur cette partie de renouvellement de la flotte, il est évidemment éminemment important, non plus urgent, mais c'est une question de survie. Nos moyennes d'âge de nos navires de pêche aujourd'hui, sur les arts traînants, c'est à peu près 35 ans. Sur les arts dormants, on est sur 25 ans. Si on prend dans les DOM, on est à 60 ans. Je vois des jeunes dans la salle, est-ce que vous aimeriez naviguer sur un bateau de 60 ans? Bah non. Est-ce que vous voudriez naviguer sur un bateau de 35 ans alors que normalement sa durée de vie c'est 25 ans? On va le moderniser comme on peut, mais c'est pas sexy. Et c'est pas comme ça qu'on va tirer des jeunes non plus dans le métier, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier, hein. Il n'y a pas de métier que d'hommes, il y a des métiers d'hommes et de femmes, parce que de tanière, je vois des femmes patrons pêcheurs, je peux vous assurer, ça rigole pas, et c'est très bien. Et moi je suis convaincu d'une chose, c'est que le renouvellement de la flotte, c'est la priorité. Aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est comment on finance un bateau de pêche pour des jeunes quand on sait que le mètre linéaire, c'est 250 000 € le mètre. Qui a aujourd'hui une capacité financière d'un jeune? Moi j'ai acheté le mien à 23 ans. Si on m'avait demandé 40% d'un bateau à 5 millions d'euros, c'était impossible. Donc comment on se redonne cette capacité d'action financière? Et donc il faut que les États réautorisent les aides d'État pour justement contribuer au renouvellement de la flotte de pêche. C'est la priorité absolue. La deuxième chose, c'est l'attractivité, évidemment, je t'ai parlé. Et puis,
il faut aussi répondre alors je vais essayer de faire vite, parce que je vois Alain qui me monte du pouce, qui me dit vas-y accélère. J'essaie de faire plus court que les collègues, je ne sais pas gagner. Et en gros, vous avez fait à 3 ce que je dois faire tout seul. Donc j'ai 3 fois plus de temps. Donc, pour nous, la priorité, c'est de contribuer à la souveraineté alimentaire, donc contrat stratégique de filière. 2, c'est répondre aux attentes aussi du consommateur et de la société. Fondamental, parce que derrière, il faut des produits avec la traçabilité, etc. J'ai vu tout à l'heure une image, MSC, vous m'excuserez, mais je vais être cash, c'est du racket. Point. La connerie en bas. C'est, très clairement, ça prend l'environnement, mais ça ne prend même pas d'île sociale, encore moins, parce qu'ils en foutent. Mais très clairement, on a mis en place des labels régionaux en France qui fonctionnent, qui ont été créés par la filière. Je ne vais pas prendre encore pour la Bretagne, parce que j'ai un directeur général qui me dit arrête de parler de la Bretagne, mais bon, je ne vais pas renier mes origines, mon ADN, mais il n'empêche qu'il y a des labels qui ont été mis en région, ils fonctionnent, et donc il faut les favoriser. Avec au niveau national, il existe aussi un label national qui a du mal à sortir, parce qu'il ne concerne que 2 espèces d'ailleurs. C'est le thon rouge en Méditerranée, on devrait plutôt être fiers ici, parce qu'on a restauré des stocks, et donc ça marche, ça fonctionne. Et aujourd'hui, le bar aussi est sur le label national. 3e élément, c'était poursuivre l'amélioration de la durabilité de la filière. Bah oui, évidemment, c'est continuer le partenariat avec les scientifiques. Même si Alain se souvient, dans mon jeune temps, où je suis venu un jour débarquer à la station d'Ifremer à Lorient, j'étais jeune, fougueux, et il n'empêche qu'aujourd'hui, on est les meilleurs potes du monde, parce que très clairement, j'en suis très fier de Jérémy Berry-Maritime à Pascal Arnaud, il n'y a pas très longtemps, ton prédécesseur à la direction de la station de l'Ifremer. Je crois que c'est important de pouvoir travailler les scientifiques, et les professionnels aujourd'hui sont extrêmement moteurs dans cette dynamique-là. Il faut continuer dans cette approche-là. Et évidemment aussi limiter les impacts sur les écosystèmes et l'environnement. Les pêcheurs sont les premiers à dire il faut mettre en place des mesures. On n'a pas attendu les ANP, on n'a pas attendu, on en parlera tout à l'heure je crois, j'ai hâte d'entendre ce qu'il avait dit, mais on n'a pas attendu la mise en place des aires marines protégées ou des zones de protection forte, tout ce que vous voulez. Les pêcheurs, quand il y a eu des problèmes, ils prennent des mesures. Là aujourd'hui, on les concrétise dans des analyses risque-pêche, donc je crois que c'est important. Et donc, il faudra aussi améliorer la compétitivité de la filière. J'en ai parlé sur la transition énergétique. Il faudra aussi renforcer la filière dans sa gouvernance et ses outils. Je crois que c'est important aussi sur le dialogue avec toutes les parties prenantes, parce qu'on ne le fera pas sans que tout le monde soit autour de la table. Je prends l'exemple des parcs marins, le parc marin d'Iroise, qui est l'exemple criant de vérité depuis 40 ans, qui fonctionne et qui a permis avec toutes les parties prenantes de pouvoir prendre les mesures qui vont bien. Et puis évidemment, et ce sera la fin, gagner la confiance du consommateur et de la société sur ce que l'on fait. Et donc très clairement défendre la filière, les outils de production, c'est fondamental. Merci à tous. Merci Monsieur Lemézé. Et si vous voulez les documents, il y en a en bout de table, il y en a d'autres dans un sac, donc ce sera avec plaisir de vous le transmettre. D'accord, merci. Il y a des documents disponibles. Nous allons écouter Elisabeth Vallée de l'organisation environnementale Éthique Océan. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc vous l'aurez compris, je représente une ONG, peut-être une intervention à risque, mais que je vais essayer de mener au mieux. Donc il y a une présentation. Donc je vais vous présenter notre association environnementale qui tente de concilier alimentation et préservation des ressources de la mer. Est-ce qu'il est encore possible de consommer des produits de la mer dans un contexte qui est malgré tout alarmant? Je suis d'un tempérament optimiste, mais je ne serais peut-être pas aussi optimiste que les messieurs qui viennent d'intervenir. Mais en effet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont très importantes, mais il y a aussi une situation environnementale qui est malgré tout dramatique à l'échelle mondiale. Et on va essayer d'explorer un peu comment nous, au niveau de notre association, on essaye de faire passer ces messages, puisqu'on essaye de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière. Donc, Éthique Océan, c'est une ONG un peu peut-être différente de celle que vous connaissez davantage, qui sont militantes, qui ont un rôle important pour alerter sur les enjeux de société. Mais nous avons pris le parti de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière pêche et aquaculture
que ce soit les producteurs, pêcheurs et aquaculteurs, mais également tous les maillons de la distribution, mareyeurs, fournisseurs, distributeurs, enseignes de la grande distribution, poissonniers, restaurateurs, que ce soit la restauration commerciale, la restauration collective, les traiteurs, tous les acteurs de la restauration. Et sur ces deux derniers maillons, poissonniers et cuisiniers, nous travaillons également beaucoup avec la future génération au sein des centres de formation des écoles hôtelières pour sensibiliser les jeunes sur le rôle clé qu'ils ont dans le choix des espèces qu'ils achètent auprès de leurs fournisseurs pour les proposer à leurs convives. Nous sommes partis du constat où c'est très compliqué pour un consommateur de faire le choix entre une espèce durable, une espèce non durable. Est-ce que c'est d'ailleurs aux consommateurs de faire ce choix? Nous pensons que ce sont vraiment tous ces acteurs professionnels qui ont un accès plus facile aux données scientifiques pour faire des choix responsables. Ils ont le devoir, la responsabilité de fournir des produits sains en termes de qualité sanitaire, si possible bons. Est-ce que c'est pas assez professionnel de faire en sorte que les produits de la mer, poissons, crustacés, mollusques, qu'ils fournissent in fine aux consommateurs, au grand public, soient des espèces qui ne sont pas en danger? L'association est présidée par Gilles Boeuf, qui est au CNLA des experts en biodiversité. C'est par ailleurs l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Et nous avons l'honneur également d'être parrainés par Olivier Rollinger, chef breton, reconnu pour tout son engagement autour de l'alimentation, des enjeux alimentation, environnement, santé. Et nous travaillons ensemble depuis de longues années. Je ne reviendrai pas, la preuve en est qu'on travaille sur les mêmes bases, sur les bases scientifiques. Donc ici, c'est le graphique qui vous a déjà été présenté par Alain. Je rajouterai juste une petite information complémentaire, c'est que 20 à 25% des captures sauvages, donc en bleu foncé, sont directement transformées en farine et en huile de poisson qui seront vouées à l'alimentation des animaux d'élevage. Donc c'est vrai que ça peut poser question par rapport à cet usage de ressources vivantes qui va directement nourrir des poissons d'élevage dans un contexte de raréfaction des ressources. Autre diapositive que vous avez déjà montré, mais ici je voudrais juste rappeler les deux zones les plus surpêchées dans le monde. La Méditerranée en fait partie. La Méditerranée est la deuxième zone au niveau mondial la plus surpêchée, après la zone 87 Pacifique Sud-Est, zone également très convoitée pour ce qu'on appelle la pêche minotière, pour en faire des aliments pour les animaux d'élevage. Nous sommes dans un contexte où il y a eu des enjeux de gestion, hein, ça a été dit, je ne vais pas redévelopper ce qui vous a été déjà très bien présenté, mais il y a on peut voir aujourd'hui un impact concret des enjeux de gestion au cours des dernières décennies. Le cabillaud est une espèce que l'on trouve en Atlantique Nord. Le début de stagnation dont parlait Alain Bizot tout à l'heure au niveau de la production dans les années 90, et en fait ces années 90 ont été marquées par l'effondrement du stock de cabillaud au large de Terre-Neuve, population qui était extrêmement abondante, et les Canadiens y pêchaient, beaucoup d'Européens, beaucoup d'autres pays y pêchaient. C'est les captures qui sont en verte, qui viennent des autres pays. La zone bleue, enfin les captures en bleu représentent les captures faites par les Canadiens, donc dans leurs propres eaux. Et en fait, on a tellement surexploité cette espèce, en parallèle avec le développement de la pêche plus performante, eh bien, on est allé jusqu'à effondrement du stock. Et à partir du moment où on atteint ce seuil d'effondrement, on ne sait pas ce qu'il adviendra par la suite. On modifie tellement les écosystèmes qu'on ne sait pas si l'espèce reviendra, même si on arrête la pêche. Donc il y a eu un moratoire sur la pêche en 92. 35 ans après, cette population n'est pas revenue. Donc le cabillaud que nous trouvons sur nos marchés provient essentiellement d'Atlantique Nord-Est, autour de l'Islande et de la Norvège essentiellement. Autre exemple d'espèces que nous avons fortement impactées, l'empereur, espèce assez récente sur l'histoire de la pêche, espèce de grand fond qui vit en dessous de 800 mètres et qu'en quelques années nous l'avons décimée.
La particularité des espèces de grands fonds, elles ont une biologie extrêmement fragile. Elles peuvent vivre très longtemps, parfois plus de 100 ans, mais mettent une vingtaine d'années à se reproduire. Donc vous imaginez sur des espèces aussi fragiles l'impact que peut avoir l'activité de pêche si elle n'est pas raisonnée, si elle ne tient pas compte de la biologie de l'espèce. Et on a pêché cette espèce en fait sans tenir compte de ses caractéristiques biologiques. Et en quelques années, on l'a décimée. La pêche de l'empereur est interdite dans les eaux européennes, mais on peut en voir encore pêcher dans d'autres eaux plus lointaines. Enfin, deux autres exemples. Le saumon de l'Atlantique, l'anguille européenne, qui sont des espèces migratrices qui partagent leur vie entre l'océan, l'eau salée et l'eau douce, qui ont été extrêmement fortement pêchées, on peut dire surpêchées, mais il n'y a pas que la pêche qui a entraîné le déclin de ces espèces, comme ce sont des espèces migratrices qui remontent les rivières, elles sont fortement sujettes à la pollution des rivières qui impacte la fécondité des femelles. Il y a tous les barrages que l'on met sur les fleuves et rivières qui coupent leur cycle biologique, l'assèchement des zones humides pour les anguilles également qui détruisent leurs habitats. Et donc l'ensemble de ces causes de déclin fait qu'on arrive à des populations maintenant extrêmement rares. Et l'anguille, notamment, est considérée comme espèce en danger critique d'extinction. Malgré cela, on continue de la pêcher et la France a une responsabilité particulière sur cette espèce, puisque c'est une espèce qui va se reproduire dans la mer des Sargasses. Les larves sont portées par le Gulf Stream, arrivent sur les côtes européennes, mais 90% des civelles, donc les juvéniles de l'anguille, arrivent sur nos côtes en France. On n'est pas les plus grands consommateurs d'anguilles, mais on est les plus grands pêcheurs de civelles. Pardon ? Le repeuplement, on pourra en reparler. On essaie. Voilà, il y a des tentatives de repeuplement qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas porté leurs fruits, en tout cas. Mais en tout cas, ça fait 20 ans que les scientifiques tels que l'IFREMER, tels que le CIEM au niveau européen, alertent sur le déclin de ces espèces et demandent à limiter l'ensemble des causes du déclin. Les plans de gestion qui ont été mis en œuvre n'ont pas été très concluants. Et depuis 4 ans, les scientifiques du CIEM alertent en demandant impérativement de suspendre la pêche de cette espèce si on ne veut pas l'éteindre au cours des prochaines années. Malgré cela, il y a 2 ans, on a augmenté les quotas de civelles en France. Et donc voilà, c'est une situation, il n'y a pas eu d'augmentation. Il y a 2 ans, il y a eu augmentation des quotas de civelles, monsieur Denizet. Voilà, donc en tout cas, c'est 4 exemples qui montrent l'impact de l'humain sur des espèces et qui vont jusqu'à une situation probablement irréversible pour certaines. Ici, vous avez une carte qui vous montre l'origine des produits que nous consommons en France. Les produits de la mer, c'est la première denrée alimentaire échangée dans le monde, avec tous les enjeux de traçabilité, de durabilité que l'on peut imaginer. Avec parfois des situations un peu rocambolesques. Je ne sais pas si vous savez, parfois le cabillaud que l'on peut consommer, notamment en surgelé, peut être pêché dans nos eaux européennes, en Atlantique Nord-Est, mais il est congelé à bord, il est tété, vidé, il est congelé, envoyé en Chine pour être décongelé, fileté, et les filets recongelés reprennent la route de l'Europe et de la France pour finir dans nos assiettes. Donc il y a des biais, des schémas de commercialisation qui sont développés et qui arrivent actuellement à des aberrations. Il y en a d'autres qui ont été citées tout à l'heure également. Mais ici, vous avez un exemple d'espèces ce sont des espèces très communes et que l'on consomme au quotidien et sans se poser de questions. On ne sait pas forcément d'où les produits de la mer proviennent. On ne sait pas comment ils ont été pêchés. Est-ce que c'est durable, pas durable? C'est toutes ces questions que l'on essaye, nous, de faire passer aux acheteurs professionnels en produits de la mer pour qu'ils intègrent ces critères, qu'on appelle critères de durabilité, pour faire les bons choix, pour modifier aussi la demande, pour aller vers des espèces plus durables, un approvisionnement plus durable à terme,
et on espère à terme changer également l'état de la biodiversité au fond de l'océan. Donc, que ce soit des espèces lointaines ou des espèces plus proches, le raisonnement au niveau des critères de durabilité est le même. Donc ici, vous voyez, les océans ont été divisés, ont été cartographiés, hein, ce sont les zones FAO, pour pouvoir s'y retrouver. Et la majorité des espèces que l'on consomme, que l'on achète en frais, proviennent de la zone Atlantique Nord-Est, zone 27. Et jusqu'en 2014, la mention 27 ANE était la seule mention communiquée par les fournisseurs auprès des cuisiniers, des poissonniers, du consommateur. Il n'y avait pas obligation d'aller plus loin. Mais vous voyez que cette zone 27 se découpe en beaucoup de sous-zones. Et c'est très important de connaître la provenance du poisson que l'on achète. Quand je dis poisson, c'est poisson crucicellus, c'est tous les produits de la mer. C'est important de savoir leur origine à l'échelle de cette sous-zone, parce que vous verrez ici la carte du cabillaud, hein, première espèce consommée, une des deux premières espèces consommées en frais en France avec le saumon d'élevage. Et ici, vous voyez l'importance de bien vérifier la provenance et l'état du stock si on veut consommer du cabillaud durable. Actuellement, seul le stock islandais est durable. En vert, ce sont des stocks qui sont en bon état, la population est en bon état et il n'y a pas de surpêche sur ce stock. Même la Norvège, c'est assez récent, commence à surpêcher ses stocks. Quand le orange apparaît, le stock est encore en bon état au niveau de sa biomasse, mais on le surpêche. Et si on va plus loin sur cette surpêche, il passe dans le rouge, le stock est dégradé et surpêché pour aller jusqu'à des stocks effondrés. Vous voyez, en Manche, mer du Nord, plus près de nos côtes, les populations de cabillaud proches de nos côtes sont effondrées. Et même si on arrêtait totalement d'en capturer, c'est pas dit que le cabillaud revienne dans ces eaux, puisque les autres enjeux environnementaux, tels que le dérèglement climatique, les pollutions, exacerbent les impacts de la surpêche. Et le cabillaud est un poisson qui aime les eaux froides, donc il aurait tendance à migrer, donc c'est possible qu'on ne le revoie plus dans ces eaux plus proches de nos côtes. Ici un autre exemple, puisque nous sommes en Méditerranée, je vous ai présenté l'exemple du merlu européen, dont les populations se portent bien en Atlantique, mais par contre les stocks sont effondrés en Méditerranée. La situation est assez dramatique, donc effondrés en Méditerranée occidentale et surpêchés en Méditerranée orientale. Donc là, bon, les enjeux de la Méditerranée ont été évoqués, mais voilà, on espère que le retard de ces 15 années va rapidement être récupéré sur les espèces méditerranéennes qui sont très mises à mal. Donc ici, juste pour vous expliquer très rapidement comment un stock est dit durable ou pas, il y a l'optimal qu'on appelle le RMD, le rendement maximum durable. C'est l'optimum entre une pression de pêche et une quantité de poisson, où les scientifiques disent que là, c'est l'optimum à atteindre si on veut pêcher durablement sur le long terme un stock de poissons. Et en fonction de l'état où on est, en fonction de la pression de pêche et de la biomasse, en fait, chaque stock est positionné en fonction de son niveau d'exploitation et de son niveau de biomasse. C'est pour ça que vous retrouvez ces couleurs dans les cartes que je vous ai présentées. Malheureusement, les scientifiques recommandent donc les limites de capture. Chaque année, vous savez que les ministres de la pêche se réunissent à Bruxelles pour définir les quotas de pêche pour l'année suivante. Et ce sont des discussions très animées en général, où les pêcheurs essayent de faire entendre leur voix, les ONG aussi. Mais la base de cette réunion, en fait, c'est la fixation des quotas qui devraient normalement suivre les recommandations scientifiques. Les quotas de pêche devraient être alignés avec ces recommandations. Et si on est dans des situations assez dramatiques pour certaines espèces, et si on a connu tous ces enjeux de raréfaction des ressources, c'est qu'au cours des dernières décennies, systématiquement, les scientifiques n'étaient pas écoutés et les quotas allaient bien au-delà de ces recommandations scientifiques, poussées par les lobbies professionnels. Et depuis la dernière réforme de la politique commune des pêches en 2014, l'objectif était d'obtenir la totalité des stocks européens à exploiter à un niveau durable.
en 2020. Nous sommes en 2025, il reste encore 30% des stocks qui ne sont pas exploités à un niveau durable, c'est-à-dire qui ne respectent pas les avis scientifiques. Donc, lorsque nous conseillons les acheteurs professionnels au niveau de leur approvisionnement, vous l'aurez compris, la première des choses à faire, c'est de vérifier la provenance et l'état du stock avec des outils que l'on diffuse et que je vais vous présenter juste après. On édite un guide des espèces que je peux vous montrer d'ores et déjà, mais c'est un guide des espèces qui est mis à jour chaque année et qui intègre l'évaluation annuelle des scientifiques pour établir ensuite des recommandations d'achat en fonction des données scientifiques, en fonction de l'état de chaque provenance des ressources que l'on trouve sur nos marchés en France. Deuxième critère de durabilité qui est très important, c'est la technique de pêche. Il y a une grande diversité de techniques de pêche. On distingue les engins dits actifs, hein, comme les chaluts qui capturent ce qu'ils trouvent sur leur passage. Vous avez les chaluts pélagiques en pleine eau, les chaluts de fond qui peuvent avoir des conséquences notables sur les écosystèmes de fond et de grand fond. Et puis vous avez toutes les techniques passives, la ligne, le casier, qui ont un moindre impact naturellement sur les ressources. Et on oppose souvent, ça a été dit, on oppose souvent ces grandes catégories avec pêche artisanale, pêche industrielle. On essaye d'expliquer à ces acteurs professionnels, notamment les chefs cuisiniers qui parfois ne jurent que par la petite pêche artisanale, pêche à la ligne, pêche au casier, mais on essaye de leur expliquer qu'il y a des bonnes et des mauvaises pratiques partout. Vous pouvez avoir des pêcheurs artisans qui abîment les écosystèmes, qui ne respectent pas les règles, et puis vous pouvez avoir des bateaux de plus grande taille qui rentrent dans la catégorie industrielle et qui peuvent avoir des pratiques responsables. C'est pas forcément l'engin qui est synonyme de durabilité, mais c'est son usage et le lieu où l'habitat où on l'utilise. Et c'est complémentaire. On peut imaginer s'approvisionner avec des espèces côtières, avec la pêche artisanale, et puis il y a beaucoup de produits de consommation courante qui viennent de plus loin, et pour aller plus loin, il faut des bateaux d'un peu plus grande taille. Et bien évidemment, plus les bateaux sont grands, plus les pratiques sont mauvaises, plus les impacts sur les écosystèmes sont dramatiques, et plus c'est condamnable. Dernier, j'arrête ou je... Ah. Il faudrait... C'est la dernière. Allez. Troisième critère, taille de maturité sexuelle. La plupart des espèces commercialisées sont soumises à une taille légale de commercialisation, pas toutes mais la plupart. Le gros problème, c'est que cette taille de commercialisation est souvent inférieure, parfois très inférieure, à la taille de maturité sexuelle, ce qui veut dire que l'on capture et que l'on commercialise en toute légalité des animaux qui n'ont jamais eu le temps de se reproduire. D'où l'importance de vérifier la taille de maturité que vous pouvez trouver dans le guide que je vous ai évoqué. Et les recommandations d'achat du guide sont déclinées en une application mobile qui est accessible à tous. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth Vallée. Du coup, on vous a laissé, comme vos autres intervenants, 20 minutes. Je rappelle quand même d'être un peu plus court, s'il vous plaît, entre 10 et maximum 15 minutes, parce que là, on ne va pas pouvoir justement prendre des questions. On va prendre les questions uniquement par écrit, donc on va vous envoyer une adresse email où vous pourrez donc écrire et poser vos questions. Et